L'ennemi à abattre, le coronavirus, continue de faire des dégâts et une partie du monde est presque à l'arrêt. Mais quel est donc ce virus qui semble plus fort que tous les scientifiques réunis? Ce virus qui impose le respect même aux nations les plus développées. Sa progression dans le monde et les chiffres sont effrayants. Le Tchad n'est pas épargné. 44 nouveaux cas ont été enregistrés hier samedi. Pourtant, à 117 cas, le nombre de cas confirmés dans notre pays. À ce jour, 39 patients sont déclarés guéris et 5 morts sont malheureusement à déplorer. La situation est on ne peut plus inquiétante. Les spécialistes font le tout pour limiter la propagation de la maladie. C'est quoi le coronavirus? En quoi consiste le traitement et comment en guérit-on? Aujourd'hui, nous allons tout savoir puisque nous avons avec nous sur ce plateau 3 membres du comité scientifique. Je m'en vais tout de suite les présenter. D'abord, Dr Ibrahim Hamad, vous êtes néphrologue, vice-président du comité scientifique. Merci de nous avoir invités. Effectivement, je suis Ibrahim Hamad, néphrologue, premier vice-président du comité scientifique. C'est quoi le comité scientifique? En fait, le comité scientifique est un comité qui a un rôle de conseil auprès du ministère de la Santé publique dans la lutte contre cette pandémie, pour ne pas dire dans la guerre qu'on va mener contre cette pandémie. Et le comité scientifique est mis en place le 28 mars 2020. Il a des missions et parmi ces missions, c'est de faire la revue de la littérature nouvelle afin de préparer la stratégie pour mener la guerre contre cette pandémie. À ma gauche, j'ai Dr Mamad Ali Bolti. Vous êtes infectiologue. Oui. C'est bien ça. Docteur, a-t-il l'espoir qu'on va arrêter la propagation du Covid-19 un jour? Merci de nous avoir invités sur ce plateau pour justement parler de cette pandémie qui aujourd'hui constitue un fléau, comme vous l'avez dit, et qui tient au respect de la communauté scientifique. Donc, oui, je peux dire qu'on peut arriver, comme toute pandémie, au bout de cette pandémie à coronavirus, bien sûr, à condition qu'on prenne des mesures nécessaires et un riposte à la hauteur. Donc, on peut absolument y arriver, c'est pour cela que nous sommes en train de mettre tous les moyens pour lutter et y arriver vite, en fait. D'accord. Ouais. Nous avons aussi Dr Mamad Fouda Djourab. Vous êtes sociologue, anthropologue. C'est bien le cas. Monsieur. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Est-ce qu'après les derniers cas, on peut dire que l'heure est grave? Merci, je peux dire l'heure est grave. Il ne faut pas mâcher les mots ou bien caresser au sens du poil. L'heure est effectivement grave. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une société et aucune nation ne voudra perdre ne serait-ce qu'une seule personne, qu'un seul membre de la famille. C'est pourquoi j'ai dit que l'heure est grave, dans la mesure où notre mission, la mission de tout un chacun, est de voir les membres de toutes les sociétés en bonne santé. Ok. Docteur Ibrahim, vous étiez en train de parler des missions du comité scientifique. Oui. Et donc, je disais, la première mission, c'est de faire la revue de la littérature, voir ce qui existe dans le monde, dans la lutte qu'on mène contre cette pandémie, ces fléaux. Et une fois cette revue de la littérature effectuée, on doit établir des stratégies bien ciblées, bien menées, moins coûteuses, adaptées à la réalité tchadienne. Et cette stratégie consiste aussi à évaluer notre capacité hospitalière à recevoir les patients qui vont présenter cette pandémie. Certes, le ministère a fait beaucoup, il a mis un hôpital dédié au Covid, mais nous savons tous que cette pandémie évolue à la vitesse de la lumière. Donc il faut qu'on conseille le ministère à quoi faire et en fonction des niveaux d'atteinte, évoluer vers plus de structures qui vont recevoir de pathologies Covid. Et l'autre mission aussi, c'est de décrire le protocole que je laisserai mon ami le présenter, des protocoles adaptés par rapport à ce que les autres pays ont fait, sur la revue de la littérature, bien documentée et bien adaptée à la réalité
tchadienne. Et je peux vous assurer d'une chose, depuis le 28 mars, le comité a son actif beaucoup de documents. Que, comme c'est son rôle est juste un conseil, il n'a pas un rôle décisionnel, donc un conseil, on établit des documents qu'on propose au ministère pour leur application. Parce qu'après tout, c'est le ministère qui s'en charge de tout. Et donc, parmi nos actifs, vous avez la feuille des tri qui permet de savoir à l'arrivée aux urgences de n'importe quel hôpital du Tchad que ça c'est un cas suspect de Covid. Nous avions établi aussi des documents grâce à nos spécialistes. On a établi des documents et je m'en vais tout de suite pour vous dire, pour vous rassurer que le comité scientifique est multidisciplinaire. Vous avez des médecins dans différentes spécialités, vous avez des socio-anthropologues, vous avez des juristes, vous avez à peu près du tout. Et c'est ça qui fait la force de ce comité. Et le document qu'on propose, ce n'est pas des documents qui viennent sans une base. Après une bonne revue de la littérature, nous avons produit des documents. Et à notre actif, on a à peu près 7 documents. Vous allez vraiment décliner tout ce que vous avez à votre actif dans un petit moment. Parlons maintenant du Covid-19. C'est quoi le coronavirus? Merci. Docteur Mamata Deboti. Merci. Donc, le coronavirus, d'abord, on parle de la maladie à coronavirus. La maladie à coronavirus est une pandémie aujourd'hui qui est autrefois une zoonose, qui est devenue anthropozoonose, c'est-à-dire une maladie des animaux qui est devenue aujourd'hui, qui s'est retrouvée chez l'homme, qui est due à un virus qui appartient à la famille de coronavirus. Aujourd'hui, c'est le SARS-CoV-2 qui est à l'origine de cette pandémie. On dit SARS-CoV-2, pourquoi? Parce qu'on a SARS-CoV-1 qui est à l'origine d'une épidémie en 2002 et 2003 qui a causé beaucoup de morts. C'est quoi SARS-CoV? Moi qui est avec vous ici sur le plateau, je me vois déjà embrouiller combien de fois les téléspectateurs. Syndrome respiratoire aigu à coronavirus 2, c'est ça en fait. À Covid, c'est-à-dire la maladie à Covid, coronavirus disease. Donc, co c'est coronavirus, co c'est virus, FI et D c'est disease. Donc, ça c'est la maladie à coronavirus. D'accord. Donc, l'autre épidémie en 2009 et 2012 également, l'autre cousin, le MERS-CoV, qui a entraîné une épidémie également au Moyen-Orient. Donc, c'est pour cette raison qu'on a appelé SARS-CoV-2. Aujourd'hui, la particularité de celle-ci est que cette épidémie est devenue rapidement une pandémie et la propagation est beaucoup plus rapide que les deux autres qu'on a enregistrés, même si en termes de létalité, elle est moins létale que les deux autres parce que le SARS-CoV avait une mortalité de 10%, alors que le MERS-CoV c'est autour de 35%. Ici, pour elle, on est autour de 2 à 5% si on comptabilise tous les cas qui sont autour des autres cas qui sont confirmés. Il y a d'autres cas. Si en ce moment-là, on va se retrouver avec une létalité entre 2 et 3%. Donc c'est une ancienne maladie, mais qui revient sous une autre forme. Exactement. D'accord. Quels sont les signes cliniques du Covid-19? Alors les signes cliniques du Covid-19, c'est ça aussi, c'est une symptomatologie polymorphe qui est le syndrome grippal, les signes de la grippe en fait. Donc avec une particularité, quand on dit classiquement le coronavirus se présente sous forme d'un tableau d'insuffisance respiratoire aiguë. Ça c'est classiquement. C'est-à-dire tout, fièvre, céphalée. Mais d'autres signes sont associés, à savoir le mot de gorge et les signes digestifs, c'est-à-dire un vomissement, diarrhée, qui sont aujourd'hui, qui fait la particularité des signes cliniques au Tchad dans notre pays. La plupart des patients arrivent à l'hôpital, pas avec le signe classique, mais ce sont ces signes-là, céphalée, fièvre, diarrhée, qui les amènent à l'hôpital, malheureusement au stade évolué de la maladie. Qu'est-ce qui fait cette particularité? Bon, cette particularité, c'est qu'il faut essayer d'aller faire une étude pour savoir pourquoi les Tchadiens ont ces signes, alors que les signes classiques. Tout de suite, on ne peut pas vous le dire, mais avec le temps, une étude va nous permettre, on va essayer de revoir pourquoi, quelle est la particularité de notre population qui veut que, au lieu de développer les signes cliniques,
il développe les signes qui sont assez particuliers. Alors, à côté de ces signes que je viens de décrire, il y a d'autres signes qui sont rares, mais qui sont très importants, tels que la perte de l'odorat. Il y a certains patients qui viennent juste pour la perte de l'odorat et la perte de goût. Agésie, qu'on appelle en termes scientifiques, agésie et anosmie. Donc, il y a également les patients qui ont présenté des conjonctivites, tout simplement, mais c'est un coronavirus. Et ces derniers moments, on a également constaté qu'il y a des signes cutanés, des érythèmes au niveau du doigt, au bout du doigt, qui constituent également des signes de coronavirus. C'est pour vous dire que le coronavirus est une maladie qui a une symptomatologie polymorphe. D'où la difficulté de poser le diagnostic en fonction des signes cliniques. Nous, on s'est contenté juste de la fièvre, du tout. Non, pas du tout. La ou de fièvre, la toux plutôt. non, c'est tout. C'est pour cela qu'il faut faire attention, parce que la fièvre n'existe que dans 40% des cas. En tout cas, pour les patients qui ont développé cette maladie et que les gens ont fait la littérature dans les grands journaux, donc la fièvre n'existe qu'initialement dans 40% des cas. Mais au cours de l'évolution, 80% des patients développent la fièvre. Mais il faut également noter que la fièvre, une hyperthermie à 39, n'existe que dans 15% des cas. La toux, elle n'est présente que dans 40%. Par contre, le maux de gorge, elle est là, le maux de gorge est dans 60% des cas. Vous voyez? Et les malades, les asthmatiques. Les asthmatiques, on va arriver, parce qu'il y a des qu'on appelle les terrains qu'on appelle les comorbidités. Et ce sont ceux-là qui développent la forme grave de la maladie et qui les amènent dans les services hospitaliers et qui arrivent au stade avancé de la maladie. Malheureusement, ceux qui ont ces comorbidités-là, il y en a 3, 4, beaucoup, ils ont difficilement à s'en sortir. Donc, quelles sont ces comorbidités? En tête, nous avons le diabète, qui est une des principales comorbidités qu'on a notées chez la plupart de nos patients qui sont arrivés dans les hôpitaux. L'hypertension artérielle, les maladies cardiovasculaires chroniques, les insuffisances rénales chroniques. Il y a l'asthme qui fait partie également. Et également les maladies, d'autres traitements tels que les immunosuppresseurs, le traitement de la corticothérapie au long cours et les anticancéreux également font des lits à ces virus-là et exposent ces patients qui ont ces comorbidités à développer les formes sévères de la maladie. Donc vous confirmez que l'heure est grave? Oui, bien sûr. On est dérivé au stade de gravité, l'heure est grave. Il faut mettre tous les moyens pour pouvoir contenir cette pathologie, ne serait-ce que dans la capitale. Ok. On a déjà pris connaissance de ce que c'est que la maladie. Maintenant, quels sont les moyens de prévention? Alors, les moyens de prévention sont les moyens qu'on a dit, les moyens barrières. Les mesures barrières, ce sont ceux-là qui sont les moyens de prévention. C'est quoi les mesures barrières? Il faut d'abord éviter le contact. Là, je commence par là. Pourquoi? Parce qu'il faut respecter la distanciation sociale. On dit 1 mètre, mais au-delà, on peut aller jusqu'à 2 mètres. Et puis, il faut, après ça, quand il faut tousser, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tousser dans le coude, pas dans les mains. On va expliquer pourquoi. Et il faut se laver les mains. Ça, c'est les mesures, c'est-à-dire précautions standards qui sauvent la vie. Se laver les mains régulièrement. Et avec du savon, parce que le virus est sensible à tous les détergents. Donc, se laver les mains avec du savon permet de te débarrasser des virus qui sont éventuellement présents sur les mains. Donc, en plus de cela, il faut, dès que vous avez des symptômes, il faut porter le masque. Le masque pour protéger les autres, en fait. Le masque que nous portons, c'est quand vous avez déjà des signes. Ok. Donc, il faut porter ces masques. Maintenant, c'est comme je suis entouré avec... Bien sûr, si vous me permettez juste... Oui, allez-y, ajoutez quelque chose. C'est très bien ce qu'il est en train de dire. Le masque est capital dans un environnement à ressources réduites comme le Tchad. Certes, il est conseillé pour le patient ou la personne qui a déjà des symptômes. Mais au fait, même pour les personnes qui n'ont pas de symptômes, il les protège. Mais il les protège que quand l'autre porte un masque. Là, par exemple, prions que ça ne vous arrive pas. Mais imaginez-vous si le germe, vous l'avez. En n'ayant pas porté le masque, vous allez le diffuser à tout le monde. C'est pas parce que nous portons un masque
que nous sommes protégés. Non, c'est quand vous portez le masque que vous nous protégez. Oui. Parce que vous empêchez les sécrétions de quitter et d'arriver à notre niveau. D'où l'une des mesures, hein, après le lavage des mains, après la distanciation, le masque est capital. Oui. Il est capital, il ne coûte pas cher et il évite la prise en charge hospitalière qui est excessivement chère pour notre pays. Justement, vous évoquez la prise en charge. Quel est donc le protocole de prise en charge? Très bien, il est juste à votre côté. Hein? Ok. Le protocole qu'il va décliner, ce n'est pas un protocole qui est tombé comme ça du ciel. Les spécialistes à différents niveaux, ils ont fait pendant pas mal de jours une revue de la littérature. On a regardé ce que nos amis de l'Afrique, de la région africaine, qu'est-ce qu'ils font. On a le Sénégal, et vous connaissez le taux de succès du Sénégal. Nous avons regardé le Maroc, nous avons regardé le Bénin, et après ça, on a quitté le continent africain pour regarder ce qui se passe en Europe et en Asie. Et c'est l'objet de tout cet ensemble qui nous a permis de pondre ces protocoles, que je laisserai à mon collègue spécialiste le présenter. Ok, Dr Mamat Ali Bolti, vous êtes le vice-président de la commission prise en charge. Oui, est-ce que vous pouvez nous parler du protocole de prise en charge en ce qui concerne notre pays? Merci. Comme l'a dit le docteur Ibrahim, nous on avait élaboré un protocole de prise en charge après avoir revu la littérature, parcouru toute la littérature, aussi bien africaine qu'européenne que mondiale, disons. Donc, comme il a dit, nous avons revu le protocole des pays similaires au Tchad. Hein. Il a cité le Maroc, mais également le Niger. Les pays de ces pays qui ont élaboré des protocoles. Et également le protocole européen et asiatique. Donc, le Tchad a élaboré un protocole qui est là, qui est basé sur le traitement spécifique sur l'hydroxychloroquine, ce qu'on appelle communément le plaquenil. Donc, 200 mg tous les 8 heures. Et puis, comme le plaquenil est une molécule qui n'est pas également disponible rapidement, la chloroquine. La cousine qui est la chloroquine, qui est utilisée à raison de 500 mg en fonction du poids en fait. Les patients qui ont le poids supérieur à 50 mg, on met 500 mg tous les 12 heures pendant 10 jours. Et puis ceux qui ont le poids inférieur à 50 mg, évidemment 500 mg tous les 12 heures pendant 10 jours, puis 500 mg par jour pendant 10 jours. À ces deux molécules-là, on associe une antibiotique qu'on appelle l'azithromycine. Donc, soit l'hydroxychloroquine ou plaquenil associé à l'azithromycine ou la chloroquine associée à l'azithromycine. Azithromycine 500 mg le premier jour, puis 250 mg du deuxième au cinquième jour. Donc ça, c'est le traitement spécifique. À côté de ce traitement spécifique, évidemment, il y a le traitement symptomatique. Il faut traiter tout ce qui est symptôme en fonction de différentes formes cliniques qu'on décrit, à savoir la forme bénigne, la forme modérée, sévère et critique. Donc, en fonction des formes cliniques, d'autres traitements symptomatiques vont arriver et s'ajouter. Également, sans oublier les comorbidités que je viens de décrire. Il faut prendre en charge toutes les comorbidités que les patients présentent. Voilà. Ok, docteur, allez-y, docteur Ibrahim. Ce qu'il a dit, c'est très bien. Donc, on s'est basé sur deux molécules phares, qui est la chloroquine et l'azithromycine, et plus le traitement symptomatique. Mais ce qui fait la particularité du protocole tchadien, c'est qu'on l'a laissé ouvert. C'est-à-dire chaque 2 semaines, on le réévalue en fonction des données publiées dans le monde. Donc il peut être changeant. Ce n'est pas un protocole fixe où voilà, non. Donc on l'a laissé une fenêtre. Ça, c'est notre premier protocole. On l'évalue en fonction de cette évaluation et en fonction de publications dans le monde, on le réadapte chaque fois qu'on peut. Donc la ruée vers la chloroquine a bien... En milieu médicalisé. Non, attention. En milieu médicalisé, éviter l'automédication. En milieu médicalisé. Pourquoi on l'a choisi? Parce que le protocole est bien cadré. On a une surveillance cardiologique et dans le protocole, on a mis les effets indésirables de la chloroquine. Partout au Tchad, n'importe quel médecin, quand il aura le protocole en main, il va surveiller le patient sous ses traitements. Et s'il présente un de ces effets indésirables, il peut appeler pour conseil. Donc c'est l'automédication, je la déconseille. Donc il ne faut pas faire une ruée vers la chloroquine, mais venez plutôt vers un milieu spécialisé, médicalisé. Évidemment, concernant les effets secondaires, on a des fiches de notification des effets secondaires. Et que le protocole, on a dit une posologie standard, mais on peut l'adapter en fonction, cas par cas. Ceux qui ont des pathologies d'insuffisance rénale, insuffisance hépatique, on adapte en fonction de ces organes.
Donc ce qui fait que ça peut changer la posologie que j'ai donnée. Ouais. Raison pour laquelle il faut éviter l'automédication. Il y a des effets secondaires liés à la chloroquine. Raison pour laquelle il peut évoluer jusqu'à des formes graves de ces effets secondaires qui nécessitent une prise en charge hospitalière. Absolument. Raison pour laquelle la population ne doit pas utiliser la chloroquine. Non. S'ils sont malades, ce sont les médecins qui les prescrivent avec des posologies claires et ordonnances. D'accord. Docteur Fouda, les médecins ici, ils ont évoqué les mesures barrières comme moyen de lutte contre Covid-19. Vous, en tant que sociologue, qu'est-ce que vous dites par rapport à cela? Nous avons d'abord un problème d'acceptation même de la maladie dans la société. Le vrai problème, ce n'est pas les médicaments qu'on administre et que ça réussisse. Le vrai problème, c'est le patient lui-même, l'être humain qui doit être malade. S'il n'accepte pas, s'il ne croit pas à l'existence de la maladie, il y a un grand problème. Raison pour laquelle il urge d'abord de mener des campagnes de sensibilisation en vue de l'appropriation de cette maladie par nos populations. Bon nombre de gens ne croient pas à l'existence. Pourquoi? C'est très simple. Dans notre culture, quand on dit malade, il y a des étapes. La personne ne peut pas mener des activités, la personne est couchée, la personne prend des médicaments et la personne est assistée. Mais dans le cadre du coronavirus, ils n'ont pas encore vu. Le problème est que quand on présente, c'est le plus souvent ceux qui sont confinés. Justement, les Tchadiens ne croient pas parce que... J'arrive. Ouais. C'est pourquoi le problème est délicat. Quand on confine les gens, quand on présente des signes cliniques, on n'est pas forcément couché, mais on est dangereux pour la société. La population ne croit pas. Mais aujourd'hui, nous avons une nouvelle forme de maladie. Et nous ne devons pas rester dans notre coin pour dire non, ça c'est la maladie des Occidentaux, la maladie des Blancs, la maladie des hommes riches, c'est Zoro Masaki. Non. Quand vous avez évoqué l'ère est grave, c'est parce que le monde évolue, la société est en dynamique de transformation. Et c'est pourquoi même les virus s'adaptent, se transforment, mutent. Vous voyez? Et c'est pour cette raison que la population doit absolument prêter une oreille attentive à ceux qui ont fait l'école pour expliquer ça. Lorsque vous voulez prier, vous devez absolument aller vers rester derrière un imam ou bien aller dans une église, rester auprès du clergé. Lorsqu'on vous dit qu'il y a une maladie, à quoi bon de venir à la télévision, d'aller à la radio dire qu'il y a une maladie? À quoi bon de tromper son peuple? On n'est pas en train de tromper le peuple, on est en train de dire des choses que le peuple ne connaît pas. Le peuple a quel laboratoire pour examiner le virus? Ils veulent voir. On ne peut pas voir qui a vu Dieu un jour pour aller à la prière. Justement, docteur Fouda, ils disent parce qu'on a vu Dieu qu'ils ne voient pas les malades, qu'ils ne voient pas la personne guérie, qu'ils ne voient pas les morts. L'ancienne forme de maladie, monsieur Kader, dans notre imaginaire socio-culturel, c'est défini par le fait que la personne doit être couchée, la personne doit être assistée, la personne ne peut pas aller au champ ni au bureau et la personne sent mal. Aujourd'hui, le virus corona ne va pas directement vous faire coucher. Raison pour laquelle ce n'est pas de gaieté de cœur qu'on dit à notre peuple que de porter le masque ou bien le mal est là. Le mal est là. Vous avez vu un jour le diable? Non, n'est-ce pas? Non. Mais vous prêchez pour dire de ne pas suivre le diable. Pourquoi les gens croient à ça? Aujourd'hui, nous sommes à une forme de mutation d'activité humaine. Et c'est pour cette raison que nous avons des spécialistes qui ont l'appareil pour regarder le virus. Et ils ont vu le virus est en train de battre tout le monde, raison pour laquelle c'est le seul moment dans l'histoire du monde qui a réuni les ennemis à parler le même langage, les amis à se serrer les coudes, et voilà, c'est pour cette raison que nous sommes venus pour expliquer. Et on appelle la population à croire en cela.
Et ceux qui ne croient pas, il faudrait qu'ils s'élèvent et puissent suivre les spécialistes dans toutes les radios. Dans un appel, les clergés, les hommes de Dieu, les chefs traditionnels, les chefs de quartier, les chefs de férique, etc., ont l'obligation d'expliquer aux gens, parce que nous n'avons pas les moyens. Si aujourd'hui le virus là va jusqu'à dans toute l'étendue du territoire, je pense que c'est la fin de notre continent. Il ne faudrait pas aller dans le fatalisme pour dire que non, nous allons faire telle ou telle chose. Non, non, non. Nous sommes dans le monde réel, le monde scientifique. Ne laissons pas le mal là pénétrer nos communautés. Et pour que ça ne pénètre pas nos communautés, il faut prendre des mesures très simples. De laver les mains. Je m'en vais vous faire une confidence. Depuis que l'apparition du coronavirus, les maladies de ventre, les maladies, certaines maladies, ont commencé par disparaître. Parce qu'on lave beaucoup les mains. Et on n'est pas trop en contact. Raison pour laquelle nos communautés doivent d'abord accepter cette maladie. Si on accepte la maladie, la lutte contre cette maladie devient très simple. On dit d'abord la maladie honteuse. Il n'y a pas une maladie honteuse. J'ai coutume de dire qu'il ne faudrait pas avoir honte de dire ce que Dieu n'a pas eu honte de créer. Vous avez honte de dire pourquoi? Pourquoi vous avez honte? Mais quand vous mourrez, mais vous aurez honte. Mais avant de laisser vos parties honteuses découvertes par les autres, mais prenez les dispositions pour que vous n'allez pas dans la mort. Il n'y a pas une maladie honteuse. Nous devons faire un grand effort pour dégager cette mur psychologique qui nous amène à dire non, 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 ça là je ne peux pas en parler. Non, on ne peut pas empêcher une jeune fille de crier à son premier accouchement. La maladie coronavirus vient d'arriver. N'ayons pas honte d'aller directement, même si on a le petit céphalée, pour ne pas aller en dérive, il faut immédiatement aller vers le système médical afin de nous conseiller. Nous devons profiter pour aller dans le monde moderne, le monde de tout le monde. Si nous restons dans nos coins pour dire non, que c'est juste des rhumes, c'est juste des céphalées, je vais prendre paracétamol, il faut qu'on arrête avec ça. Il faut qu'on arrête. Il y a aujourd'hui l'insuffisance rénale, il y a le problème cardiaque, il y a les problèmes de palpitation. Il y a plusieurs problèmes qui ne sont pas dus à autre chose que l'automédication. Ce sont des effets secondaires de certaines choses chimiques. Là, ils sont là, peut-être qu'ils vont vous le dire autant. Ok, parlant, docteur Mohamed Ali Bolti, parlant des moyens de prévention, à partir de quand admettons un patient à l'hôpital de Farsha? Merci pour la question. D'abord, je vais revenir sur le fait que la population ne croit pas en la maladie. C'est ça le vrai problème. On est en train de parler que personne ne croit pas à la maladie au début, mais parce que le Tchadien est habitué à voir quelqu'un alité avant de croire. Mais le coronavirus, c'est quoi? Dans 85% pratiquement des cas, ces personnes-là sont, on appelle, asymptomatiques ou polysymptomatiques. Ils ont soit non pas de signes, soit très peu de signes. Ils vaguent normalement à leurs occupations, ils ne sont pas malades, mais ils continuent à transmettre aux autres cette maladie. Donc une seule personne malade tout autour, il transmet à tout le monde sans développer la maladie. Et la particularité de ce virus également, une des rares maladies qui se transmet pendant la phase d'incubation, c'est-à-dire la période entre le début, la période entre la pénétration du virus dans l'organisme et le début des symptômes. Cette période, normalement, il n'y a pas de transmission. Mais pour ce virus, ça existe, raison pour laquelle le virus se propage. La population ne croit pas parce qu'ils ne voient pas les personnes alitées, mais les 15% de cas restants évoluent évidemment vers les formes sévères. Et ce sont ceux-là qui vont se retrouver malheureusement dans les hôpitaux et qui gonflent la létalité. Voilà. Donc ceux qui évoluent vers la sévérité attendent à la maison ou aller chercher les médicaments, automédication, et arriver à l'hôpital, ils n'arrivent à l'hôpital qu'au stade ultime de la maladie. Donc c'est ça qui explique les décès qu'on va enregistrer. Nous ne le souhaitons pas. Mais il faut que la population croie
en l'existence de la maladie. Et c'est une maladie qui n'est pas honteuse. Même le paludisme au début c'était comme ça. Mais aujourd'hui il est devenu une maladie banale. Avec le temps peut-être, on va y arriver comme le paludisme, le coronavirus devient une maladie banale. Ok, voilà. Vous me permettez, il y a une particularité aussi de ces virus, c'est que le virus il ne se promène pas seul. Il est porté par une personne qui le transporte vers l'autre. Voilà. Et donc c'est là où les mesures barrières sont importantes. Si on arrive à identifier la personne malade et à le garder chez lui, on coupe la chaîne de transmission. C'est aussi facile que ça. Et pour un pays pauvre comme le Tchad, c'est une excellente solution pour arrêter l'évolution de cette maladie. Donc il faut que la population... On ne peut pas se lever, docteur, un bon matin et dire aux gens de ne pas se saluer quand même. Je sais, socialement c'est difficile. Ouais. Mais je sais que religieusement, ça a été dit, l'islam le sait, quand on est dans une ville ou un pays qui présente une épidémie, il est conseillé de ne pas quitter cette ville et de ne pas entrer dans cette ville. Ça c'est connu. Donc il y a des mesures qui nous permettent. Et religieusement, toutes les religions le savent. Médicalement, nous on le sait. Et je me souviens très bien, à l'entrée de l'hôpital principal de Dakar, ils ont fait un grand schéma qui interdit la salutation main à main au sein de l'hôpital. En fait, disons, ça c'est bien avant, c'est depuis les années 2000. C'est bien avant l'arrivée du coronavirus. Et on sait médicalement que ça transmet des virus. Donc c'est pas aussi difficile, c'est juste faire comprendre à la population le mode de transmission de ces virus quand ils vont s'approprier cela. Et nous, on va dormir tranquillement chez nous. Est-ce que le comité scientifique a prévu des campagnes de sensibilisation? Ah oui, là nous sommes, c'est une partie, c'est beaucoup communiqué, il va y avoir beaucoup de communication. Et entre-temps, il y a eu déjà des morts. Le pays très nantis ont connu plus pur que nous. C'est l'occasion de tirer chapeau à nos autorités, d'avoir pris des décisions que certains disent antisociales, mais c'est pour préserver la population. Donc il n'est jamais trop tard de faire quelque chose en fait. Même à l'entrée de la tombe, si on peut ressusciter la personne, allez-y, n'attendez pas. Okay. Monsieur Kader, oui, allez-y. Pour un petit mot, et il faudrait qu'on s'habitue à saluer quand même des efforts qui sont fournis. On dit qu'il faut reconnaître, même si on n'aime pas les oreilles du lièvre, il faut lui reconnaître sa rapidité. Vous savez, les gens ont tendance à négliger tout ce qui s'est fait dans nos pays africains et particulièrement au Tchad. C'est vrai qu'au début, on n'a pas beaucoup communiqué, mais il y a eu beaucoup de mesures. Partout où vous irez, il y a là où on lave les mains. Là où on essaie de dire au moins, même si banalement, on dit non, on nous a dit de ne pas serrer les mains. Les gens ont respecté. Et c'est le moment de féliciter la population et de féliciter les autorités. Et je pense que c'est le moment de le dire très haut et très fort, de féliciter les personnels soignants. Les personnels soignants au Tchad doivent être vraiment félicités. À chaque fois que vous faites le journal, à la fin, non seulement vous rappelez les mesures barrières, mais je souhaiterais que vous dites un petit mot à l'endroit des personnels soignants. Il faut les encourager. Merci. Je le ferai, c'est promis. Docteur, maintenant parlons à quel moment est-ce qu'on admet une personne infectée à l'hôpital de Farsha? Oui, l'hôpital de Farsha est le centre de référence pour la prise en charge de maladies à coronavirus. Donc tout patient, toute personne qui est diagnostiquée positive sera admis à l'hôpital de Farsha pour sa prise en charge correcte. Maintenant, il y a des formes qui sont très graves qui nécessitent la réanimation lourde. Donc ceux-là sont admis dans d'autres structures qui ont un service de réanimation qui permet de prendre rapidement en charge ces patients. Donc, à quel moment, je ne sais pas, comment faire savoir à une personne qu'elle est infectée du coronavirus? Bon, on a les moyens de diagnostic. Il y a des étapes, il faut le test. Exactement. Comment ça se fait? Exactement. Donc, en ce moment-là, on a d'abord des cas qu'on les suspecte, les cas suspects, pour les confirmer. D'abord, les cas, on a définition de cas, on ne veut pas entrer dans la définition de cas, on a des définitions de cas, on a des contacts, les personnes contactent, les cas suspects et les cas confirmés. Comment confirmer ces cas suspects? Il faut prélever, c'est-à-dire aller chercher les cellules qui sont infectées, qui ont des virus qui sont au niveau de la gorge. Donc, à l'aide d'un coton, on va chercher, coton-tige,
prélever ces virus-là au niveau de l'oropharynge, aller analyser au laboratoire grâce à une technique qu'on appelle technique de biologie moléculaire qui nous permet de poser le diagnostic. Maintenant, à côté de cette technique qui est la RT-PCR, qu'on le dit, on a les scanners. Les scanners qui est un moyen de diagnostic très important, qui a une sensibilité d'environ 98% et qui permet de faire le diagnostic précoce de la maladie. Et la RT-PCR, lui, a une bonne spécificité. Cela veut dire que si la RT-PCR est positive, d'emblée, c'est un coronavirus. Mais les scanners ont une place très importante grâce à sa sensibilité à 98% et qui permet de poser le diagnostic très précocement, même ceux qui n'ont pas de signes. Ceux qui ne présentent aucune symptomatologie, quand on fait les scanners, il y a des signes radiologiques qui nous permettent de dire que ça c'est coronavirus. Et vous dites directement à la personne ou vous la préparez? Non. Il paraît que chez les médecins, c'est... Non, on a le counseling. On appelle nous, toute maladie, on prépare la personne. Même avant de le tester. Il y a ce qu'on appelle le counseling pré-test qu'on fait. On explique, on prépare le patient à son prélèvement et puis éventuellement au résultat, avant d'avoir le résultat. En cas de résultat négatif, voilà ce qu'on va faire. Et en cas de résultat positif, voilà ce qu'on va faire. Dès qu'on a le résultat, lui, il n'est pas surpris. Alors, on a fait le scanner qui est évocateur, qui dit qu'il y a des images. On fait la RT-PCR, on va lui dire, on va faire la RT-PCR, mais la RT-PCR peut être négative, mais n'exclut pas la présence du coronavirus. Okay. Si c'est positif, voilà, c'est comme on okay. Mais on traite dans les deux cas. À quand le pic, selon vous, de la maladie? Bon, ça c'est l'épidémiologiste. Parce qu'il paraît que le soleil constitue d'abord un frein pour le Covid-19, puisque nous sommes aux portes de la saison des pluies. Oui, avant de me répondre, je vais vous dire une chose en fait. En médecine, on construit sur l'évidence. Il y a une évidence. Et l'évidence du soleil n'est pas confirmée. Il y a des pays chauds qui ont connu cette pandémie. Et cette pandémie est en train de faire très très mal. Et sur le corps humain, il est là. La personne développe une très forte température et le virus survit. Donc cette théorie du soleil, je suis pas... Quand quelque chose n'est pas prouvé, il ne faut pas qu'on construise notre espoir sur ça. Notre espoir, c'est les mesures barrières. Comme il a dit, l'histoire du soleil, oui, quand il fait chaud. Mais quand le virus est dans l'organisme humain, il est dans une cellule, quelle que soit la température ambiante, quelle que soit la température du corps, ça ne dit absolument rien. Voilà. C'est qu'on peut dire peut-être la chaleur peut nous aider à limiter la propagation de la maladie parce que les virus qui sont sur les tables, les virus qui sont sur les poignets meurent rapidement sous le soleil. Mais ça n'empêche pas du tout la transmission de la maladie ni l'évolution de la maladie. Vous n'avez pas répondu à la question le pic. Je vais y arriver. Donc le pic est prévu au Tchad, en ce qui concerne le Tchad, vers la fin du mois de mai. Effectivement, donc on a encore un long parcours à faire. Donc vers la fin du mois de mai, le pic est programmé vers la fin du mois. Ça, les épidémiologistes qui font des analyses, ils ont des techniques pour pouvoir nous dire ça, mais vers la fin du mai, début juin, on va arriver à la décroissance de la courbe. Est-ce que vous avez prévu des échanges d'expériences avec des pays qui ont pu limiter la propagation de la maladie? Oui, le comité scientifique est très actif avec ces pays. Il y a l'Italie, il y a le Maroc, le Niger à côté ici, le Sénégal. Il y a beaucoup d'échanges d'expériences. On échange même de cas. Parce que par exemple, le premier cas du diagnostic formel sur le scanner, le scanner a été lié en Italie, au Maroc, en île Maurice, et ils étaient formels. Donc il y a beaucoup d'échanges avec, on leur présente nos particularités, on demande leur expérience, et ils nous permettent d'améliorer ce qu'on est en train de faire. Oui, il y a beaucoup d'échanges. La Chine qui a pu quand même limiter... la Chine, oui, il y a des experts chinois ici à l'hôpital de l'amitié Tchad-Chine, et ils nous ont aidés à confectionner la feuille de tri. Donc il y a beaucoup d'expériences qui s'est fait entre ces pays et nous. Même le protocole. Oui, même le protocole. Et même on a utilisé le handbook qui est écrit par des experts chinois et italiens.
C'est pour vous dire que les échanges sont à un certain niveau très très avancé. Et c'est là où je félicite notre président du comité scientifique, parce qu'il est très ouvert et il n'hésite pas à demander, au fait. C'est pas l'autosuffisant, voilà, je suis scientifique. Non, non. Modeste, et il essaie toujours de chercher. Jusqu'à ce jour, les cas sont déclarés seulement en N'Djamena. Est-ce qu'il y a d'autres foyers à l'intérieur du pays? Et là, le comité scientifique, comme je le dis, on est de conseillers. On leur dit ce qu'on doit faire pour éviter la propagation, avec nos feuilles, avec nos protocoles, avec le parcours qu'on a écrit. Maintenant, il y a le décisionnel qui est au niveau du ministère. C'est eux qui traquent, c'est eux qui partent, ils cherchent, et donc ils peuvent mieux nous répondre sur ce qui va arriver dans les provinces. Docteur, il paraît qu'il y a un groupe sanguin qui résisterait à la maladie. Oui, il y a beaucoup d'informations qui circulent, comme on l'a dit. Hein. Oui. Nous, en tant que scientifiques, toutes les informations qui sont scientifiquement validées, qui sont arrivées à une conclusion scientifique, nous le tenons compte et nous utilisons. Mais toutes les autres informations qui ne sont pas scientifiquement démontrées, on ne peut pas faire de commentaires là-dessus. Pour le moment, donc, on attend. Pour chaque commentaire, il y a des études qui commencent à être menées dans le monde. Et pour ça, lorsqu'on arrive à une conclusion comme quoi que le groupe sanguin joue un rôle important, en ce moment-là, on va vous répondre clairement sur ce sujet. À ce jour, 39 patients ont recouvré la santé, docteur Fouda. Mais il se pose un réel problème dans notre société, la stigmatisation. Oui, mais ça a toujours été le cas. Seulement, celui qui a contracté le coronavirus et que le médecin le déclare déjà guéri, il ne présente aucun danger. La population doit l'accueillir. La population doit surtout l'encourager, lui ouvrir grandement les bras afin de le rassurer, parce que on n'a pas besoin d'aller dans un cabinet psychologique. Ici en Afrique, toutes les familles sont des foyers de prise en charge. Tous les quartiers et tous les cercles d'amis. Donc on n'a pas besoin de s'éloigner d'un ancien porteur de virus. Dès lors qu'il est guéri, il est guéri. Il n'a aucun danger, sauf s'il contracte de nouveau. Mais là, en ce moment, il y a on peut le mettre. possibilité de recontracter la maladie. Et bien sûr. Ok. Si, c'est comme le palu. On ne doit pas sous moustiquaire, finalement on a encore le palu, on repart, on est guéri. Mais comme c'est une maladie particulière, il faut absolument que celui qui est guéri devienne un nouveau ambassadeur de sensibilisation pour leur dire effectivement lui est un cas vivant de la véracité de l'existence de cette maladie. Mais que la société ne doit pas les stigmatiser, ne doit pas lui porter des anathèmes pour le rejeter. Ce n'est pas normal dans notre milieu. Ok, les spécialistes, dites-nous, à quel moment on peut dire qu'une personne est déclarée guérie? Alors, une personne est déclarée guérie, nous avons élaboré ce qu'on appelle un document qui définit les critères de guérison des patients atteints par le Covid. Donc, parmi ces critères-là, il y a d'abord le patient qui a des signes, les signes disparaissent, il n'a pas du tout de signes depuis 72 heures, et qui est arrivé au bout de son traitement de 10 jours. Donc, en ce moment, au 11e jour, on fait un test RT-PCR. Si ce test revient négatif, on attend 48 heures pour refaire le test. Si le deuxième test revient négatif, en ce moment-là, il est déclaré guéri et sorti de l'hôpital. Il ne sort pas comme ça. Il sort avec un port de masque obligatoire pendant 14 jours chez lui. Donc, et on va le surveiller, le suivre effectivement en post-hospitalisation. Voilà les critères de guérison qui sont définis et ces patients sortent de l'hôpital. Ma question suivante est adressée au vice-président du comité scientifique. 5 cas de mort déjà, pourtant on parle d'une situation sous contrôle. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Au fait, les 5 cas qui sont arrivés dans les hôpitaux, dans un stade critique, en fait. Et le stade critique, il a bien défini, c'est la défaillance respiratoire. Et ils ont de comorbidités. Il a été établi dans le monde qu'il y a 3 pathologies, 2 cardiovasculaires, une rénale. Et si la personne a ces comorbidités, il a plus un pronostic sombre. Malheureusement, nos 5 cas
si je ne me trompe pas, ils ont une comorbidité. C'est-à-dire qu'ils ont déjà des pathologies chroniques qui ont réduit de manière conséquente leur pronostic. Et voilà, le virus est arrivé. Et malheureusement, ils ne sont pas arrivés à temps à l'hôpital. Vous avez quelque chose à ajouter, docteur? Oui, bien sûr, comme il a dit, les patients qui sont décédés ont tous des comorbidités, en plus de l'âge aussi qui entre dans ces critères. Des personnes âgées avec polypathologie, c'est-à-dire comorbidité 1, 2, 3, 4, et en plus qui arrivent au stade ultime de la maladie, parce qu'ils restent à la maison, ils cherchent ailleurs, quand ils n'arrivent à l'hôpital, quand ils n'arrivent pas à respirer. Et là, malheureusement, le stade critique de défaillance multiviscérale, qui malgré tous les efforts fournis, en tout cas par les spécialistes du domaine, finissent par mourir. Ce sont les deux, on dit la létalité 2%, c'est chez ces personnes de catégorie de personnes qui ont des comorbidités. Donc nous, en tant que spécialistes, les morts ne nous surprend pas parce qu'on sait déjà l'évolution de la maladie, hein, quand la personne est arrivée à ces stades avec tous ces des comorbidités. On sait déjà que le pronostic est sombre, mais il y en a qui s'en sortent quand même. D'accord. Voilà, donc, c'est un cas, oui, mais il faut noter aujourd'hui, je vais profiter pour dire que le virus circule dans la communauté. On est au stade 3 de la maladie, d'une épidémie généralisée au Tchad. Wow. Voilà, donc, en Djamena, disons, la ville où on a beaucoup de cas, l'épidémie est généralisée, donc, ça circule dans la communauté, ce qui fait que les gens font leur maladie à la maison. Pour des raisons qu'ils disent c'est une maladie honteuse ou pour autre raison, ils restent à la maison jusqu'à ce que la maladie évolue au stade de complication. Ils arrivent à l'hôpital, parfois il arrive le décès est enregistré à l'arrivée même. Voilà. Effectivement, l'heure est grave. Où en est-on, docteur Ibrahim, où en est la recherche sur le remède contre le Covid-19? Parce que de l'autre côté de l'océan, Madagascar en a fait le premier pas. Alors je vais vous dire, de manière formelle, beaucoup de labos se sont mis, mais il faut attendre peut-être 21 mois minimum, c'est 1 an, 2 ans, pour voir quelque chose, pour nous permettre de nous protéger contre ces virus. Là, dans l'immédiat, c'est, vous savez, dans la difficulté, on espère. Quand je vous dis, j'ai quelque chose, vous espérez, vous courez vers moi. Or, l'évidence, on sait tous, dans la recherche, c'est pas en quelques mois. C'est un nombre d'années. Et il y a des étapes de labo, des étapes sur le cobaye, avant d'arriver sur l'étape de l'être humain. Okay. Donc, c'est pas pour demain. Le coronavirus est une maladie nouvelle là, qui vient d'arriver, qui a surpris tout le monde. Voilà. Raison pour laquelle plusieurs molécules sont en cours d'essai clinique en ce qui concerne la vaccination, tout comme en ce qui concerne le traitement. Comme il a dit, on ne peut pas mettre sur le marché un vaccin avant au moins minimum 12 à 18 mois pour respecter les tirages. Espérons que d'ici 1 an, on aura des vaccins sur nous-mêmes, mais dans beaucoup de pays, beaucoup de laboratoires, les essais sont en cours. Vous avez quelque chose à dire à ces téléspectateurs qui nous suivent par rapport à cette maladie, le coronavirus qui prend de l'ampleur au jour le jour? Merci de me donner l'opportunité sur ces plateaux pour dire à la population que la maladie à coronavirus d'abord est une maladie réelle. Pas comme les gens pensent que non, c'est une maladie de blancs, des maladies de gens qui sont... C'est une maladie réelle qui existe, qui est là, qui circule dans notre communauté et qui a déjà fait des décès. Et que la seule possibilité de le vaincre est l'acceptabilité de cette maladie, respecter les mesures barrières, respecter les mesures prises par les plus hautes autorités du pays qui consistent à confiner la maladie, surtout les regroupements, les cérémonies funèbres, les cérémonies qui amènent les gens à se regrouper à des centaines. Ensuite, le maladie se propage. Donc, il faut respecter les mesures, éviter les cortèges funèbres, éviter les cérémonies, éviter d'organiser des cérémonies quand il est autour d'un cas de décès, éviter de se rendre des visites inutiles, éviter de faire des courses inutiles. Vous voyez? Donc il faut s'auto-confiner. Il faut s'auto-confiner si c'est nécessaire. Et nous,
On va même proposer, peut-être, moi à mon avis, il faut l'autre mesure qui est l'utilisation de masque. Il faut le rendre obligatoire. Le gouvernement a pris cette décision, mais pour quelle raison? Mais ça c'est obligatoire, c'est très important de rendre le masque, le port de masque obligatoire à tous les niveaux, dans tous les lieux publics, partout. C'est ça nous permettra de protéger les uns des autres mutuellement et de freiner l'évolution de la maladie. En plus de ça, est-ce qu'il faut même, s'il y a des mesures draconiennes à prendre, malheureusement nous sommes un pays qui ne nous permettent pas de prendre certaines mesures. Voilà. Donc la population, il faut accepter la maladie et comprendre qu'il y a des formes qui ne se manifestent pas, mais la personne qui n'a pas de signes transmet tranquillement au sein de la population. Et quand on a de moins de signes, il faut faire recours aux soins. Docteur Fouda, en 2 mots, il faut vraiment sensibiliser la population. Non, il y a deux paramètres que je voudrais... Rapidement, vraiment. Oui, c'est-à-dire la population, bien sûr, a le devoir de respecter les mesures. La population doit apprendre la discipline. De 2, ce matin, j'ai essayé les 13-13. Plusieurs fois, ça n'a pas marché. On n'a pas décroché. Donc il y a un problème. Il y a un problème. Nous sommes un comité scientifique, nous conseillons, nous faisons des observations. Le 13-13 n'a pas fonctionné. Celui qui pense que j'ai menti, les téléphones ne mentent pas. On demande à ce que les morts ne puissent pas être transportés comme ça sans l'autorisation, mais les mairies n'ont pas les moyens, M. Kader. L'État doit mettre les moyens à la disposition des communes. Nous sommes une nation. S'il y a les moyens, mettez à la disposition. Nous sommes en guerre contre une pandémie. Nous ne sommes pas en train de faire de la festivité. Les mairies doivent recevoir les moyens et en ce moment, les décisions seront mieux accompagnées. Mais lorsque vous appelez, personne ne décroche. Vous allez à la mairie, il n'y a pas de fiche. Il n'y a pas de gens pour venir nettoyer le corps. Je vous en prie. Comment nous allons lutter? Voilà ce que je veux dire. Merci. J'espère que le message est plus que passé. Pour sortir, docteur Ibrahim, vous êtes le vice-président. Le comité scientifique a fort à faire. Effectivement, énormément de choses à faire, mais juste rassurer tout le monde de croire à l'existence de la maladie, de croire aux mesures prises par nos autorités, de croire à l'équipe de soignants qui est en train de prendre en charge le malade souffrant de cette pandémie et d'avoir un espoir, si on est discipliné, de sortir de cette pandémie la tête haute. L'espoir existe, mais il a un prix. Merci. Merci, chers téléspectateurs. Je vous rappelle que nous avons reçu sur ce plateau Dr Mahamat Ali Bolti. Il est infectiologue et vice-président de la commission prise en charge. C'est bien cela. Nous avons aussi Dr Mahamat Fouda Djourab, sociologue, anthropologue. Oui. Et le Dr Ibrahim Mahamat, néphrologue et vice-président du comité scientifique. Chers invités, merci de nous avoir accordé du temps, car on vous s'est vraiment beaucoup occupé. Et merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Sachez, le jour viendra où on va sourire à nouveau, on s'embrassera et on se réunira. Mais pour l'heure, on maintient le cap de la lutte contre le Covid-19. Merci.